Bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau cours de la neurologie chirurgicale qui va s'intéresser aux compressions médulaires et qui va être fait par mon ami Akram. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier cette pathologie qui est fréquente dans le domaine cancérologie, car les tumeurs osséophiles souvent donnent des complications, notamment la compression médulaire. Ok, comme objectif, on doit savoir poser un diagnostic précoce, connaître les différents tableaux cliniques et savoir les principales étiologies et leurs mécanismes. Et le principe de traitement et l'évolution. Voici le plan du cours. Et comme introduction, la compression médulaire, c'est un ensemble des symptômes cliniques qui qui orientent une compression de parenchyme de la moelle épinière. Et cette compression est, est une urgence neurochirurgicale car, euh, car si le diagnostic euh, n'est pas donné précocement, on peut avoir on peut avoir des séquelles irréversibles par l'infrancissement du parenchyme par l'ischémie. Et les causes de cette compression sont multiples. Pour le rappel anatomique, euh, la moelle épinière est divisée en plusieurs compartiments. La moelle cervicale, thoracique, lombaire et la cône médulaire où naît le queue de cheval. Et dans le plan transversal, la moelle épinière est enveloppée et limitée en avant par le bord postérieur du corps de vertèbre. Et par la suite, l'espace épendymère qui est riche en tissu conjonctif adipeux et plexus veineux. Et puis la durmère, l'espace sous-dural, l'espace arachnoïdien et l'épimère qui est collé intimement le moelle épinier. Et en arrière, est limité par les lames jointes entre eux par le ligament jaune. Et pour la vascularisation de la moelle est vascularisée par une artère spinale antérieure et deux artères cérébrales postérieures qui vascularisent le compartiment longitudinal de la moelle et euh, les artères radiculomédulaires qui vascularisent les racines nerveuses et puis devient l'artère de Adam, Adam Kiewicz qui vascularise la moelle dans le compartiment thoracolombaire. Donc, d'après ce rappel, on peut constater que la moelle est richement vascularisée. Après, puisque et c'est pour cela la moelle est. C'est pour cette raison qu'elle est sujette aux plusieurs pathologies, surtout infectieuses et tumorales. Pour les étiologies, euh, pour bien étudier les étiologies, on peut se référer aux les rapports de la moelle épinière. Donc, lorsqu'on parle des causes extradurales, c'est toute cause euh, qui se trouve dans l'os, comme les tumeurs malignes, comme les ostéosarcomes, le sarcome de Wicht chez l'enfant, les chondromes, les ostéochondromes, etc. Pour les causes et aussi pour les hémopathies malignes et les lymphomes qui peuvent se trouver dans l'espace épidural. Pour les, les étiologies intradurales extramédulaires, c'est toute pathologie de méninge.
comme les méningiomes et les schwannomes. Et les intramédulaires, c'est toute pathologie du tissu médulaire, comme le neuroblastome, etc. Et aussi l'origine vasculaire, comme des malformations artério-veineuses. Mhm. Ok, ces lésions comme les tumeurs osseuses, lymphomes, tuberculose aussi, car les compartiments richement vascularisés. Les intradurales extramédulaires comme méningiome schwannome, car c'est l'enveloppe méningée. Et les intramédulaires comme les épendymomes et les astrocytomes, car c'est un tissu nerveux. Pour les tumeurs spinales, souvent des métastases, car comme on a mentionné déjà, la moelle est richement vascularisée, c'est pour cela qu'il siège aux pathologies métastatiques. Pour les métastases, comme les poumons, le prostate et le sein, car sont produits des tumeurs ostéophiles. Lymphome non hodgkinien et le myélome pour tumeurs spinales, les tumeurs primitives comme les tumeurs bénignes, l'ostéoblastome, l'ostéomostéoïde et le kyste anévrismal. Les tumeurs malignes comme l'ostéosarcome et le chondrome. Et chez l'enfant, le sarcome d'Ewing, neuroblastome et le lymphome. Les méningiomes et les neurofibromes, car c'est un tissu que j'ai déjà mentionné, c'est un tissu méningé. Il y en a comme les épendymomes et les astrocytomes. C'est infectieux. Pour la localisation, c'est surtout la localisation thoracique est fréquente car elle est... Les localisations sont souvent fréquentes dans le compartiment thoracique. Pour les infections, la tuberculose qui provoque la mal de Pott, dans le cas où la tuberculose fait des sepsis, et va provoquer par la suite la spondylodiscite dans les états précoces. Et par la suite, lorsqu'il y a une dégradation de disque vertébral, on va avoir les deux corps vertébraux qui frottent et va provoquer par la suite une arthrose. Et les signes de l'arthrose sont l'érosion du corps, collection épidurale et collection paraspinale. Ça pour l'agent infectieux. Et les autres spondylodiscites comme le brucellose, le staphylocoque et le kyste hydatique et l'abcès épidural. Lésions dégénératives provoquées par l'âge, souvent, qui peut provoquer par la suite une hernie discale ou bien une myélopathie cervicale, souvent le cervical. Les anomalies génitales comme les malformations artério-veineuses et les kystes méninges. ياسين نفكر بس دخلت ما نبغى تقولي شحال. Pour la physiopathologie de compression médulaire, la compression médulaire commence par une origine mécanique. Un processus expansif qui loge dans un os, dans un compartiment close, qui est le canal médulaire. Il va être strangulé la moelle, puisque la moelle est richement vascularisée, la compression va comprimer aussi les vaisseaux sanguins. Par l'obstruction vasculaire, il va donner une pression surajoutée par l'œdème vasogénique, une démyélinisation par l'ischémie de compartiment.
Et par la suite, il va donner un infracissement et une dégénérescence de la moelle, qui va donner par la suite un trouble de conduction. Et, les oreilles irréversibles. Et cliniquement, la compression médulaire s'exprime par 3 syndromes. Le syndrome rachidien et le syndrome précoce. Le premier syndrome qui va apporter le patient, qui va l'apporter le patient. Le syndrome rachidien comporte des douleurs rachidiennes, des douleurs qui renforcent parfois une attitude ontalgique. Raideur du rachis, une torticolis dans le rachis cervical et des raideurs du dos dans le thoracique et pelvienne dans le lombaire. Une limitation de mouvement à cause des raideurs et de douleurs. Et une contracture musculaire à cause de l'irritation des parties molles. Et si le patient néglige ces douleurs, la pathologie va évoluer en donnant d'un syndrome lésionnel. Et le syndrome lésionnel, c'est un ensemble des signes cliniques qui montrent une atteinte d'un segment de la moelle, d'un segment. Donc, donc, les signes qui vont l'apporter sont des signes de l'atteinte motrice, comme une paralysie flasque, une amyotrophie et parfois des fasciculations. Et une atteinte sensitive comme une anesthésie, une hypoesthésie et une atteinte des réflexes. Et tous ces signes vont être pour un segment. Par exemple, si on a une atteinte de segment C3, C4, on va avoir tous ces signes cliniques dans le segment, dans le dermatome et le myotome du, du C4. Et le syndrome sous-lésionnel, c'est si ce syndrome apparaît, dans ce cas, c'est une urgence, car la dégénérescence a commencé. Et le syndrome sous-lésionnel, c'est un ensemble de signes cliniques, mais de l'atteinte de conduction. Donc, on va avoir une atteinte motrice par une tétraplégie si l'atteinte est cervicale, une paraplégie si thoracique ou ou bien lombaire. Avec un syndrome pyramidal, car c'est un atteinte de conduction. La moelle ne peut pas conduire l'influx nerveux car il est démyélinisé et avec des nécroses à cause de l'ischémie. Pour le sensitif, on va avoir une anesthésie, une hypoesthésie, mais avec un niveau sensitif. Car le compartiment où où il a été compris, il va nécroser, c'est où le niveau va être. Et ces signes cliniques peuvent montrer aussi la topographie de la lésion. Et aussi va donner des troubles végétatifs, comme des troubles sphinctériens, des troubles sexuels et parfois aussi l'hypotension. Et d'après ces 3 critères, euh, on utilise la classification Frankel. C'est une classification simple et rapide utilisée en urgence pour classer le pronostic et l'atteinte de la lésion. Et, et, et cette classification commence par le grade A qui est le plus sombre et le grade E qui est le moins sombre. Okay. Pour la topographie de la compression de ces syndromes médulaires dépend de la longitudinalité de l'atteinte et la largeur de l'atteinte. La longitudinalité de l'atteinte, comme j'ai déjà mentionné, si on a l'atteinte de rachis cervical, on va avoir une tétraplégie, car il est plus haut. On va aussi avoir une anesthésie de, de, de membres supérieurs vers les membres inférieurs, donc une anesthésie des 4 membres, et avec des troubles sphinctériens,
si l'atteinte a été négligée pendant un mois ou au plus. Au plus. Mhm. Et- Il pardon, Yassine? il y a aussi la Yassine? topographie selon la, la localisation de la lésion, donc la largeur. Par exemple, l'hémimoelle, compartiment antérieur, syringomyélie, etc. احبس. D'accord. ماكش نكمل. Ok. Pour la compression cervicale, on va avoir la tétraplégie spastique, un niveau sensitif et une respiration abdominale. Euh, on peut avoir l'atteinte de la respiration abdominale car l'innervation du diaphragme et le nerf phrénique. Et le nerf phrénique est né de C4, C5 et C6. Donc, si on a une atteinte au-delà de C4 comme C3, on peut avoir un trouble d'expiration qui va donner par la suite un trouble respiratoire et une dysfonction sphinctérienne. Le rachis dorsal va avoir une paraplégie spastique, une hypoesthésie, un niveau sensitif et une dysfonction bactérienne. Col médulaire, le syndrome de Kocheval, qui va donner une paraparésie, une paraplégie, une anesthésie au sel et troubles sphinctériens. Les, ok. Pour les myélopathies transverses complètes, c'est une pathologie qui apparaît euh, après une négligence de la compression. On néglige après une apparition des douleurs et des paresthésies segmentaires. Le patient, si néglige ces symptômes, le segment va totalement nécroser. Et si la nécrose est progressive, était chronique, il va par la suite présenter le tableau de myélopathie transverse complète. Donc, il va avoir une paralysie bilatérale au-dessus du segment spinal concerné, trouble sensitif avec le niveau de ce segment et dysfonctionnement sphinctérien, une hyperréflexe et le signe de Babinski, ou le syndrome pyramidal car il a un trouble de conduction. Le choc spinal, par contre, c'est la forme aiguë. C'est la forme aiguë de myopathie. Il va, il, le- il va se présenter par des paralyses, par des signes cliniques, signes neurologiques déficitaires transitoires qui comportent des paralysies complètes, une hypotonie et une aréflexie, l'absence de signes de Babinski, troubles sphinctériens et parfois d'hypotension systémique qui peut mener le patient vers la réanimation. Maintenant, passons vers l'étude transversale des types de compression. La syringomyélite. La syringomyélite, c'est quand le canal épendymère est... Pardon, ça y est, c'est... Donc, pour comprendre un peu la sémiologie des compressions médulaires en fonction de la topographie, nous allons se référer à l'aide d'un schéma. Donc, nous allons essayer de tracer les différents, les différents, les différents nerfs ainsi que leur systématisation pour nous faciliter la compréhension de cette symptomatologie. Donc, nous avons notre moelle épinière, un segment, la corne antérieure, latérale, donc le cordon antérieur, latéral, postérieur, le sillon médian, le sillon paramédian de Gaulle-Burdack, ou bien le cunéiforme et gracile, notre ganglion spinal postérieur, le relais de toutes les afférences, presque. Donc ça, c'est la substance blanche. Et au centre, nous avons notre substance grise, que je vais schématiser en rouge, soi-disant. Le premier symptôme, c'est surtout la syringomyélie. Et donc la syringomyélie, elle définit un ensemble de lésions liées
à une atteinte centrale. Voilà. C'est là, Akram. Donc, la syringomyelie, c'est quand le canal épendymère est très large, donc toute voie passe passe à côté de de ce canal va être atteint. Donc, le patient va se présenter par une anesthésie thermoalgique contralatérale et une perte de la, 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 la proprioceptive, la, la protopathique, la tactile protopathique contralatérale et la perte aussi de la proprioceptive inconsciente du membre supérieur, car car le faisceau spinocérébelleux croisé passe en avant de canal épendymère. Le faisceau de, si je me rappelle, de Gowers. Faisceau De de Gowers. Gowers. Et qui véhiculait surtout la proprioception inconsciente des membres supérieurs. Alors que dans la partie postérieure, nous avons le faisceau de Fleischzig des membres inférieurs, qui ne croisait pas la ligne médiane. Il faisait seulement un relais au niveau des noyaux des nerfs. Donc voilà. Donc la syringomyélie, comme il a décrit, c'est le développement d'un processus central qui va ensuite comprimer les structures avoisinantes. Et aux alentours, et les voies qui passent au niveau de la substance grise péri-épendymère, c'est surtout les deux faisceaux spinothalamiques, antérieurs et postérieurs, qui sont responsables de la thermoalgie et de la tactile protopathique respectivement. Ensuite, nous avons notre faisceau spinocérébelleux croisé, ou bien le faisceau spinocérébelleux ventral, ou bien le faisceau spinocérébelleux indirect, qui était responsable de la proprioception inconsciente. Et donc, ce sont ces trois signes dont le patient peut se présenter si nous avions une syringomyélie. L'exemple pouvant donner une syringomyélie est un épendymome. Donc, un épendymome qui se développe à ce niveau-là. Voilà, ça c'est la première forme topographique. Quoi d'autre? Quelle est la deuxième forme? Voilà. Déficit Et puisque, Mhm. et puisque la sensibilité, la voie de sensibilité proprioceptive inconsciente est atteinte, donc les réflexes vont aussi être atteints. C'est pour cela qu'on va avoir une aréflexie des membres supérieurs. D'accord. Et une déficit moteur mais légère, car il y a une atteinte de la voie directe de la motricité. D'accord. Ensuite, Pour le syndrome de Brown-Séquard, c'est l'atteinte de l'hémimoelle. donc on Donc, va faire le même schéma pour le décrire. Et donc, quelles sont les structures qui vont être atteintes? Ce sont surtout le faisceau corticospinal direct, donc le croisé, désolé. Donc, le faisceau corticospinal croisé. Quoi d'autre? On aura aussi une atteinte du faisceau de Gaulle et Burdack. Gaulle plus Burdack, qui sont lésés. Et bien sûr, les deux faisceaux spinothalamiques. Les deux faisceaux spinothalamiques du côté contralatéral, bien sûr. Donc c'est une information très importante. Antérieur slash postérieur. Et donc si on dessinait un patient, le bonhomme ici. Donc voici par exemple où siège la compression, l'hémimoelle. On aura alors un déficit de faisceau de Gaulle et Burdack du même côté que la lésion. Un déficit moteur
du même côté de la lésion, parce qu'il y a le motoneurone qui part de ce niveau-là, mais l'atteinte thermoalgique et tactile protopathique, c'est de l'autre côté. Donc si on divise ce patient en deux, un côté on aura les deux lésions motrices et tactile, épicritique et proprioception consciente. 2. Et de l'autre côté, on aurait les deux faisceaux spinothalamiques qui ne sont pas fonctionnels. Et donc c'est ça la caractéristique majeure du syndrome de Lémy-Moelle, ou bien le syndrome de Brown-Séquard. C'est bon? Akram? Yes. Voilà. Oui, c'est bon. Ensuite, nous avons le syndrome coordonal antérieur. C'est une atteinte qui est purement motrice. Voilà. Donc, on va avoir une paralysie complète au-dessous de niveau atteint, une hyperesthésie lésionnelle, une anesthésie thermoalgique car les noyaux se trouvent dans les commissures blanches antérieures. La proprioception est préservée. La proprioception est préservée car elle est présente dans la commissure blanche postérieure, donc loge de Gaulle et Burdak. Et la fonction de la corne postérieure est préservée. Par contre, au syndrome coordonal postérieur, on va avoir des troubles de proprioception, paralysie au-dessous du niveau atteint, et le faisceau spinothalamique est intact, car les faisceaux spinothalamiques se trouvent dans la commissure antérieure. Voilà. Le syndrome de cône médulaire, la particularité du syndrome de cône médulaire, c'est que les voies dont le rachis cervical et le rachis dorsal, euh, les nerfs quittent euh, le même segment. Pardon. Donc, la particularité du syndrome de cône médulaire, c'est que la naissance de tous les nerfs rachidiens du L1 au-dessous ont une naissance verticale. C'est pour cela, l'innervation de tout compartiment inférieur du pelvis et les membres inférieurs va être atteint au cas d'une atteinte du cône médulaire. Donc, on va avoir un déficit moteur du membre inférieur. Et les réflexes sont variables. Les réflexes sont variables. Les troubles sphinctériens sont précoces car l'atteinte est plus proche au la queue de cheval. L'anesthésie sacrée est périnéale car, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la naissance de toute l'innervation rachidienne du compartiment inférieur est née dans le cône médulaire. Et le signe de Babinski sont variables. Okay. Pour le syndrome de queue de cheval, on va avoir douleur de la L3, L4, L5, car le queue de cheval naît au-dessous du canal médulaire, de la cône médulaire. On va avoir aussi la réflexie de la moelle de membre inférieur, dysfonction sphinctérienne et une anesthésie au sol et le membre inférieur. Oui, c'est une infectieuse. Voici un tableau comparatif de l'atteinte de la cône médulaire et le filament terminal. Le cône médulaire, on va avoir une atteinte bilatérale et aiguë. Par contre, le filament terminal va avoir une... Donc, comme on a dit, voici un tableau comparatif entre l'atteinte du cône médulaire et de la queue de cheval. Donc le cône médulaire, c'est surtout, on peut le considérer comme une atteinte du système nerveux central. Nous sommes encore au niveau de la moelle épinière. Et donc ça donne un bilatéral, radicular pain. Et donc il n'y a pas la douleur radiculaire parce que c'est encore central, ce n'est pas les racines nerveuses, il est symétrique et hyper réflexif.
hyperréflexif, parce que c'est comme un syndrome pyramidal. Symmetric bilateral, early sphincter signs. Alors que une atteinte de la queue de cheval, c'est plutôt graduel, unilatéral. La douleur radiculaire, elle est plus importante. Elle est asymétrique et aréflexique. Aréflexique témoignant que c'est une atteinte du système nerveux périphérique. Donc, typically on cell, saddle area, late sphincter signs. Voilà. Et donc, comment explorer une compression médulaire? On va demander quoi, Akram? On va donner l'IRM, IRM médulaire. Car l'IRM, c'est l'examen clé d'une étude de la moelle. Le scanner est souvent conservé au cas d'une suspicion de lésion osseuse et aussi, ou bien de la recherche de l'étiologie de cette compression. L'angiographie pour identifier les malformations, la scintigraphie et la PET scan, c'est une alternative en cherchant l'origine tumorale. Si l'IRM n'est pas, euh, par exemple, tu es un médecin qui se trouve dans, dans- dans un cabinet ou bien dans un centre loin qui ne... Et c'est que j'ai un Goldman. Où le matériel Et est c'est non un- disponible, où l'imagerie Oui, le matériel est... n'est pas possible. Donc, l'examen dans ce cas-là, c'est la méduloscanner. La méduloscanner est l'injection d'un produit de contraste directement vers la moelle. C'est comme vous faites une ponction lombaire, mais, mais vous injectez à la place d'une extraction de liquide, vous injectez le produit de contraste. Et par la suite, on fait le scanner en étudiant l'opacification de la moelle. Ok. Et c'est un peu ça. En plus de l'imagerie, on va demander un bilan biologique qui comporte la NFS, la CRP et le bilan d'hémostase. Pour les diagnostics différentiels, on a le syndrome de Guillain-Barré. C'est un diagnostic différentiel car l'évolution d'une compression médulaire est aussi progressive. Mais le syndrome de Guillain-Barré commence du bas vers le haut, mais la compression médulaire commence du compartiment, du segment atteint, et après il se généralise du segment vers le bas. La myélite, la myélite provoque les mêmes symptômes de la compression, sauf le syndrome rachidien, car c'est une inflammation de la moelle. Et il y a la maladie de Charcot et les autres polyradiculonévrites. Pour le traitement, l'objectif de traitement, c'est soulager le patient, la décompression et la stabilisation du rachis. Ok. Pour le traitement, le moyen, c'est par un traitement médical, par le méthylprédnisolone pour, euh, euh, pour l'œdème vasogénique et pour prévenir le choc spinal. Car comme j'ai mentionné précédemment, la compression par un processus expansif plus un œdème provoqué par l'obstruction vasculaire va aggraver la symptomatologie. On donne aussi les antalgiques pour les douleurs rachidiennes et le traitement spécifique dépend de l'étiologie. On donne des antibacillaires pour la tuberculose, les antibiotiques pour les autres sepsies et, une chimiothérapie pour réduire comme un traitement néoadjuvant à la chirurgie, car la chirurgie est indiquée au cas d'une compression métastatique.
la chimiothérapie pour réduire la masse et stériliser le champ, et puis une ablation de la tumeur par la suite, par un traitement chirurgical. La chirurgie à but de décompression et la fusion en cas d'une instabilité. Et l'abord de la chirurgie est une abord postérieure. Ok. Et les autres traitements, comme la physiothérapie pour la rééducation euh, et, et, et pour rééducation motrice et sphinctérienne, pour ne pas avoir des séquelles par la suite. La chimiothérapie comme un traitement néoadjuvant pour les tumeurs et la radiothérapie aussi. Et le pronostic dépend de la pathologie, l'état neurologique, la modalité diagnostique et la stratégie thérapeutique. Mais surtout, le pronostic dépend du diagnostic. Car plus le diagnostic est précoce, plus le pronostic euh, est positif. Comme conclusion, la compression médulaire, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic clinique, c'est le syndrome le rachidien, car le syndrome rachidien oriente le diagnostic. Et s'il y a une apparition de triade, et donc le diagnostic est tardif. L'imagerie, c'est l'imagerie clé pour diagnostiquer la compression, c'est l'IRM, en étudiant la cause et la topographie de la lésion. Et la prise en charge est multidisciplinaire pour avoir un traitement adéquat. Donc voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Donc pour reprendre un petit peu rapidement la compression médulaire. Donc la compression médulaire désigne un ensemble d'affections, surtout tumorales ou bien infectieuses, qui va donner une compression, un dysfonctionnement de la moelle. Cette dernière va se manifester par un ensemble de signes, dont le plus précoce est le syndrome rachidien. C'est pour cela qu'il faut être à l'éveil pour être capable de poser le diagnostic de cette urgence. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Parce que le moment où on aura l'apparition de toute la triade, il est déjà trop tard. Et on a déjà l'installation des séquelles irréversibles. Et donc lorsque nous avons une compression médulaire, sa sémiologie est très variable. Mais l'exploration de choix reste toujours l'IRM, parce que c'est elle qui va montrer la souffrance médulaire. Donc la cause et la topographie. Et bien sûr, vu que c'est une affection qui peut être l'affaire de plusieurs spécialités, elle impose une prise en charge pluridisciplinaire afin d'aboutir au meilleur traitement possible. Voilà. Donc on a terminé notre cours. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas à laisser un like et un joli commentaire. Et on se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage.